Awu awula, awula. Awu awula, awula. Histoire, raconte. Histoire, raconte. Il était une fois. L'os. S'il avait le ventre derrière lui, ce ventre se mettrait dans un trou. Ainsi dit-on d'un gourmand impénitent. À propos de Morlam, l'on ajouta: si la cupidité ne t'a pas entièrement dépouillé, c'est que tu n'es pas vraiment cupide. Dans nombre de villages du pays, le bétail, ravagé par la plus meurtrière des pestes dont on n'eût jamais entendu parler de mémoire de vieillard, s'était lentement reconstitué. Mais, dans l'Amen, aucun homme de 20 ans ne savait encore comment était faite une bête à cornes. L'Amen était certes beaucoup moins vieux que le village de Nyangal, où le passant, jadis, n'avait trouvé, comme il le chanta plus tard, que le poisson frais des uns, le poisson sec des autres, le poulet n'était pas encore à la mode. Le chaume de toutes ces cases avait été renouvelé moins de fois et ses champs moins de fois labourés que ceux de Nyangal. Mais, si le poulet y était à la mode depuis longtemps, le bœuf y était inconnu de 2 générations d'hommes. Cette année-là, les pluies avaient été abondantes, la terre généreuse, les criquets absents. Les enfants n'avaient pas été, plus qu'il ne faut, entraînés par leur jeu et ils avaient veillé raisonnablement aux épis contre ces ravageurs impudents que sont les mange-mille. Force Gourdin avait contraint Golo le singe et sa tribu à respecter les arachides. Quelques membres de sa famille ayant laissé plus d'une patte au piège posé par les Lamen, Til le chacal avait jugé plus sage d'aller chercher ailleurs d'autres melons, sinon plus succulents que ceux de l'Amen, du moins de récolte plus facile et à moindre risque. Bref, la récolte avait été magnifique, inespérée pour ceux de l'Amen. On avait donc décidé d'envoyer des ânes chargés de mil, de maïs, d'arachides là-bas, au Ferlo, où paissaient les immenses troupeaux de ces peuls qui ne mangent presque jamais de viande, tant il est vrai que l'abondance dégoûte et que, quand ramasser devient trop aisé, se baisser devient difficile. Le peul ne vit cependant pas que de lait et se trouve fort aise, lui qui ne touche, de sa vie, ni ngop, ni daba, ni hilaire, ni boyau, d'avoir du mil. Pour faire de ce mil un couscous, qu'il mélangera au lait de ses vaches. Lait frais, lait endormi, lait caillé ou lait aigre. Depuis 3 lunes, les ânes étaient donc partis, guidés sur les sentiers menant vers le Ferlo par les plus forts des jeunes gens de l'Amen qui avaient reçu ordre de revenir avec, devant eux, un beau taureau de 7 ans. Le partage de cet animal, le ntonton, entre les chefs de famille réapprendrait aux plus vieux du village, aux vieux et aux gens mûrs, la plupart, hélas, maintenant, sans dents, la saveur de la viande rouge. Aux jeunes et aux plus jeunes qui n'auraient peut-être, en fin de compte, que des os à ronger, il ferait connaître à tous, sinon le goût, du moins l'odeur de la chair bouillie à point et de la grillade. Le jour même du départ des ânes et de leurs convoyeurs, Morlam avait choisi, dans sa tête, le morceau qu'il prendrait lors d'une tonton. Un os, un jarret bien fourni en chair et bourré de moelle onctueuse. Tu le feras cuire doucement, lentement, longuement, avait-il dit, depuis ce jour et chaque jour, à sa femme, Awa, jusqu'à ce qu'il s'amollisse et fonde comme du beurre dans la bouche. Et que, ce jour-là, personne n'approche de ma demeure. Le jour arriva où les jeunes gens de l'Amen, partis pour le Ferlo, revinrent au village avec au milieu d'eux une corde à la patte postérieure droite, un splendide taureau aux cornes immenses, aux poils fauves, brillant au soleil couchant. De son cou massif, comme une souche de baobab, son fanon balayait la terre.
Au risque de recevoir un coup de pied, qu'il évita de justesse, Morlam était venu tâter l'os de son jarret. Et, après avoir rappelé à ceux qui allaient tuer et partager la bête au premier chant du coq que c'était bien là la part qu'il avait choisie et qu'il voulait, il s'en était allé recommander à sa femme de le faire cuire, doucement, lentement, longuement. Le partage s'était fait aussitôt, dit le Assalam alaikum de la prière de Fijr. Les enfants n'avaient pas encore commencé à racler les lambeaux de chair adhérents à la dépouille que Morlam était déjà dans la case après avoir fermé la porte et barricadé sa porte et donnait sa part à sa femme. Fais-le cuire, doucement, lentement, longuement. Awa mit dans la marmite tout ce qu'un jarret réclame pour, une fois cuit à point, fondre délicieusement dans la bouche, pour qu'il puisse donner un bouillon gras et moelleux qui mouillera onctueusement une calebasse de couscous. Un couscous étuvé comme il faut et malaxé avec la quantité juste nécessaire de poudre de baobab, de lalo, qui l'aide si bien à descendre de la bouche au ventre. Elle posa la marmite sur le feu et le couvercle sur la marmite. Morlam était étendu sur son tara, son lit de branches et de fibres d'écorce. Awa était accroupie auprès du feu qui enfumait le haut de la case. Le fumet du bouillon montait lentement et, peu à peu, chassait l'odeur de la fumée et remplissait toute la case, chatouillant les narines de Morlam. Morlam se releva légèrement, s'appuya sur le coude et demanda à sa femme. « Où est l'os ?»« L'os est là, » répondit Awa après avoir soulevé le couvercle et piqué le jarret. « S'amollit-il » ? Il s'amollit. « Remets le couvercle et attise le feu, » ordonna Morlam. À la Mène, tout le monde était fervent croyant et aucun adulte n'y manquait aucune prière. Aussi, Moussa s'étonna-t-il de ne point voir, ce jour-là, à la prière de Yor-Yor, Morlam, son frère de case, son Mbok-Mbar. Moussa, se jurant qu'il mangerait de cette viande, s'en fut à la demeure de celui qui était plus que son frère. Plus forte que l'amour fraternel, plus tyrannique que l'amour paternel, la fraternité de case soumet l'homme digne de ce nom à des règles, à des obligations, à des lois qu'il ne peut transgresser sans déchoir aux yeux de tous. Avoir mêlé, à l'âge de 12 ans, le sang de votre sexe au sang d'un autre garçon sur un vieux mortier couché sur le sol, par une aube fraîche, avoir chanté avec lui les mêmes chants initiatiques, avoir reçu les mêmes coups, avoir mangé dans les mêmes calebasses que lui, les mêmes mets délicieux ou infects, bref, avoir été fait homme en même temps que lui dans la même case, dans le même bar, cela fait de vous, toute votre vie durant, l'esclave de ses désirs, le serviteur de ses besoins, le captif de ses soucis, envers et contre tout et tous. Pères et mères, oncles et frères. De ce droit que coutume et tradition lui octroyaient sur Morlam, Moussa entendait user et même abuser en ce jour de tonton. Il ne mangera pas tout seul cet os. Il ne le mangera pas sans moi, se disait-il en heurtant de plus en plus fort la tapate de Morlam et en appelant son frère de case. « C'est moi, mort! C'est moi, Moussa, ton plus que frère, ton Mbok-Mbar. Ouvre-moi !» Entendant frapper et appeler, Morlam s'était levé brusquement et avait demandé. « Où est l'os ?»« L'os est là. S'amollit-il » Awa avait levé le couvercle, piqué le jarret. Il s'amollit. « Remets le couvercle, attise le feu, sors et ferme la porte » ordonna le mari en prenant une natte. Il alla étendre la natte à l'ombre du flamboyant, au milieu de la cour, et s'en fut ouvrir à Moussa. Salutations cordiales et joyeuses d'une part,
et de l'autre des grognements et un visage renfrogné comme une fesse découverte à l'air frais du matin. L'on ne ferme pas sa porte au nez de qui y frappe, et encore moins à un frère de case. Moussa entra donc et s'étendit à côté de Morlam, dont la tête reposait sur une cuisse d'Awa. On eût peut-être entendu davantage que le bavardage des oiseaux, surtout la voix rauque et hargneuse des perroquets, si Moussa, intarissable, ne faisait, à lui tout seul, les frais de la conversation. Il parlait du pays, des uns, des autres, du bon temps, de leur jeunesse, ressuscitant les souvenirs de leur case d'hommes pour rappeler discrètement Morlam à ses devoirs et obligations, si d'aventure celui-ci les avait oubliés ou inclinait à les négliger. Morlam, n'étant pas d'humeur loquace, sans doute, ce jour-là, ne répondait que par des oui, des non, des peut-être, des Inch'Allah, quelquefois et le plus souvent par les mêmes grognements qui avaient constitué le gros de ses salutations. L'ombre du flamboyant se rétrécissait de plus en plus et il livrait déjà les pieds des deux frères de case aux ardeurs du soleil. Morlam fit signe à sa femme qui se pencha vers lui et, dans le creux de l'oreille, il lui murmura « Où est l'os ?»« Il est là-bas. C'est-il amolli ?» Awa se leva, entra dans la case, elle souleva le couvercle de la marmite, piqua le jarret, referma la marmite et revint s'asseoir, puis confia à son mari. « Il s'est amolli. » Le soleil, après avoir hésité au zénith pour savoir s'il reviendrait sur ses pas ou s'il continuerait son chemin, commença à descendre vers l'Occident. L'ombre du flamboyant s'étendit vers le levant. Le muezzin appela à la prière de Tesbar. Morlam et Moussa, Awa loin derrière eux, firent leur dévotion, saluèrent les anges gardiens, demandèrent au Seigneur pardon et rémission de leurs péchés, puis s'étendirent à nouveau à l'ombre du flamboyant qui s'étendait toujours vers le levant. Encore une prière, puis la prière de Lisan, après que le soleil, las de sa journée, se fût couché. Morlam, immédiatement après la dernière génuflexion, demanda, à l'écart, à sa femme « Où est l'os ?»« L'os est là-bas. S'est-il amolli ?» Awa s'enfuit dans la case et revint. « Il s'est amolli. »« Ce Moussa !» fit le mari tout bas, mais la rage au cœur. « Ce chien ne veut pas s'en aller. Awa, je vais tomber malade. » Ainsi dit-il, ainsi fit-il. Et, tremblant, raide, il se mit à transpirer comme une gargoulette remplie d'eau et pendu à l'ombre d'un tamarinier et à frissonner comme le lait qui va bouillir. Aidé de Moussa qui, en vrai frère de case, compatissait grandement aux douleurs de Morlam, Awa transporta son époux dans une autre case que celle où bouillait la marmite. Sa femme à son chevet, son frère de case à ses pieds, Morlam geignait, frissonnant et transpirant. Il écouta passer le temps jusqu'au milieu de la nuit. Faiblement, il demanda à Awa. « Où est l'os ?»« L'os est là-bas. »« S'est-il amolli ?»« Il s'est amolli. »« Laisse-le là-bas. Ce chien ne veut pas partir. Femme, je vais mourir. Il sera bien forcé de s'en aller. » Ayant dit, il fit le mort, un cadavre déjà tout raide, tout sec. Sa femme, poussant des hurlements, se griffant le visage, dit alors à Moussa. « Moussa, ton frère de case est mort. Va chercher Sérine le marabout et les gens du village. »« Jamais de la vie, affirma Moussa. Jamais je n'abandonnerai à cette heure-ci mon plus que frère, ni toi toute seule devant son cadavre. La terre n'est pas encore froide. Le premier coq n'a pas encore chanté. Je ne vais pas ameuter tout le village. Nous allons le veiller, tous les deux, seuls, comme nous le devons, nous qui sommes, nous qui fûmes, les êtres qui lui furent le plus chers. Quand le soleil se lèvera, les femmes passeront bien par ici pour aller au puits. Elles se chargeront toutes seules de prévenir les gens du village. Et Moussa se rassit au pied du cadavre et Awa à son chevet. La terre se refroidit, le premier coq chanta. Le soleil sortit de sa demeure.
Des femmes, allant au puits, passèrent devant la maison de Morlam. Le silence inaccoutumé les intrigua. Elles entrèrent et furent mises au courant du décès de Morlam. Comme un tourbillon, la nouvelle se répandit dans l'Amen. Sérine le marabout et les notables et les hommes envahirent la maison. Hawa se pencha sur l'oreille de son mari et murmura. « Mort, la chose devient trop sérieuse. Voici dans la maison tout le village venu pour te laver, t'ensevelir et t'enterrer. »« Où est Moussa ?» demanda dans un souffle le cadavre de Morlam. « Moussa est là. »« Où est l'os ?»« Il est là-bas. »« S'est-il amolli ?»« Il s'est amolli. »« Qu'on me lave !» décréta Morlam. Selon les rites et récitant des sourates, on lava le cadavre de Morlam. Au moment où Sérine le marabout allait l'ensevelir dans le linceul blanc, long de 7 coudées, Hawa s'avança. « Sérine, dit-elle, mon mari m'avait recommandé de réciter sur son cadavre une sourate qu'il m'avait apprise pour que Dieu ait pitié de lui. » Le marabout et sa suite se retirèrent. Alors, Hawa, se penchant sur l'oreille de son époux, « Mort, lève-toi, on va t'ensevelir et t'enterrer si tu continues à faire le mort. »« Où est l'os ?» s'enquit le cadavre de Morlam. « Il est là-bas. »« S'est-il amolli ? Il s'est amolli. »« Et Moussa, où est-il ? Il est toujours là. Que l'on m'ensevelisse !» décida Morlam. Ainsi fut fait. Et, son corps posé sur la planche et recouvert du cercueil qui servait pour tous les morts, on dit les paroles sacrées et on le porta au cimetière. Pas plus qu'à la mosquée, les femmes ne vont au cimetière les jours d'enterrement. Mais Hawa s'était souvenu soudain qu'elle avait encore une sourate à dire sur le corps de son époux au bord de la tombe. Elle accourut donc, et tout le monde s'étant écarté, à genoux près de la tête du cadavre, elle supplia. « Morlam, lève-toi, tu dépasses les bornes, on va t'enterrer maintenant. »« Où est l'os ?» interrogea Morlam à travers son linceul. « L'os est là-bas. »« S'est-il amolli ? S'est-il bien amolli ? » ?»« Il s'est bien amolli. »« Et Moussa ? » ?»« Moussa est toujours là. Laisse commentaire, j'espère qu'il s'en ira enfin. » On dit les dernières prières et l'on descendit au fond de la tombe le corps de Morlam, couché sur le côté droit. Les premières mottes de terre couvraient déjà la moitié du défunt quand Hawa demanda encore à dire une dernière prière, une dernière sourate. « Morlam » souffla-t-elle dans la tombe. « Mort, lève-toi, on comble la tombe. »« Où est l'os ?» s'informa Morlam à travers son linceul et le sable. « Il est là-bas. » répondit Hawa dans ses larmes. « S'est-il amolli ? Il s'est amolli. »« Où est Moussa ? Il est toujours là. »« Laisse combler ma tombe. » Et on combla la tombe. Et Morlam, le gourmand, mort le cupide, n'avait pas fini de s'expliquer avec l'ange de la mort venu le quérir et à qui il voulait faire comprendre « Hé, je ne suis pas mort, hein, c'est un os qui m'a amené ici. » Que Sérine le marabout, approuvé par tous les vieux du village, toujours de bons conseils, décidait. « Moussa, tu fus le frère de Kaz, le plus que frère de feu Morlam. Hawa ne peut pas passer en de meilleures mains que les tiennes. Son veuvage terminé, tu la prendras pour femme. Elle sera pour toi une bonne épouse. » Et tout le monde s'en fut après force, Inch'Allah. Alors Moussa, régnant déjà en maître dans la maison de feu Morlam, demanda à Hawa. « Où est l'os ?»« Il est là, fit la veuve docile. « Apporte-le et qu'on en finisse. »